Bienvenue à tous dans ce qu'il fallait démontrer d'aujourd'hui. Nous allons parler de la question de la lutte contre la corruption dans ce numéro. Pour cela, nous avons un bon prétexte. Patrice Talon a actualisé récemment la liste des personnalités fonctionnaires de l'État qui doivent s'obliger à une déclaration de biens à la prise de fonction et pour certains, un renouvellement à date précise, notamment de cette obligation. Nous allons étudier un peu la pertinence de cette décision et voir quels pourraient être les impacts sur la lutte contre la corruption et sur ce qu'il fallait démontrer. C'est Anissé Karosoké qui nous aide à décrypter les sujets. Anissé Karosoké, bonjour. Bonjour Tanguy. En dehors de ce sujet, nous avons dans l'actualité, vous avez pu bien le deviner, les nouveaux développements de ce sujet lié donc à la présumée tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. On va examiner un peu les nouveaux éléments dans le dossier et puis on va revenir sur un ancien sujet qu'on a évoqué par ici, la formation adaptée justement à notre contexte pour former, je dois dire, des cadres qui répondent efficacement à notre besoin de développement suivant une vision que nous nous serions précisément définie et qui tienne compte de nos traditions et de nos valeurs ancestrales. Eh bien, comme actualité oblige, on va commencer par ce sujet-là. Il s'agit de l'affaire présumée de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. On s'était inquiété par rapport au lieu de détention, je dois dire d'Olivier Bokor. C'était avait même avancé qu'il avait été kidnappé, etc. Avec les nouveaux éléments qu'on a désormais, il y a une certitude, c'est quand même que l'homme est bel et bien aux mains de la justice béninoise. C'est tout à fait cela. L'homme est aux mains de la justice béninoise et tous ces faits, on peut le dire aujourd'hui, dans les règles de l'art. Et c'est de la bouche même de leur avocat que nous avons pu entendre hier que toute la procédure avait été normalement suivie et que de l'étape de mise en accusation à l'étape du mandat de dépôt, il n'y avait pas eu de vice de forme. Et donc, oui, nous considérons à partir de ce moment-là que nous sommes, on va dire, aux antipodes des inquiétudes que nous avions eues au départ, eu égard à ce que d'aucuns essayaient de faire croire à l'opinion qu'il y avait là une situation de brimade où les droits des mis en cause n'étaient pas reconnus parce qu'ils n'avaient pas pu avoir accès à des soins médicaux, à la nourriture et peut-être même à leur avocat. Alors, on a carrément là une contradiction dans la version, notamment des avocats. Oui, puisque ce sont les avocats qui disent aujourd'hui que les choses se passent bien. Donc par rapport à ça, puisqu'on n'est pas encore dans le fond, ce n'est que dans la forme que cette affaire est jugée pour l'instant. Et je pense qu'on ne peut pas dire le contraire de ce que disent les avocats. Tout se passe bien sans aucun doute. Alors il y a aussi des nouveautés qui doivent obliger ceux qui avaient pris une position à se taire ou du moins à réfléchir autrement, ceux qui pensaient que c'était impossible un coup comme cela avec seulement 2 personnes ou 3 personnes. Désormais on sait que cela ne s'est pas arrêté à ces 2 ou 3 personnes. Il y a quand même 5 personnes qui ont été, ma foi, interpellées et une 3e personne a été déposée. Et ce n'est peut-être pas fini. Ce n'est que le début de l'enquête et peut-être qu'il y aura beaucoup d'autres personnes qui seront interpellées dans cette affaire. Le coup d'État dont il s'agit ici n'est pas forcément une phase opérationnelle où les militaires avaient eu déjà des armes qui leur avaient été distribuées et des postes qui avaient été distribués. Nous sommes au début de l'exécution d'un plan et ce n'est pas parce que le plan mis en exécution n'a pas encore été déroulé jusqu'à son milieu au moins qu'on dira qu'il n'y a pas encore matière à mettre les gens en accusation. Donc je considère qu'il y a effectivement aujourd'hui lieu de continuer de croire que les mises en cause sont présumées innocentes, sont des personnes présumées innocentes, mais il y a quand même, comme on le voit, un certain nombre d'acteurs qui sont de plus en plus impliqués et qui donnent le sentiment que effectivement il y avait quelque chose quand même qui était en préparation. Et les 2 personnalités les plus en vue dans le dossier ont été déposées, Olivier Bokor et Oswald Domeki. C'était peut-être le moins
auquel on puisse s'attendre. C'était le moins auquel on puisse s'attendre, parce que ce serait quand même surprenant que des gens recouvrent leur liberté avec un chef d'accusation comme celui que nous avons pu noter. Mais ils n'ont pas reconnu les faits. Ils n'ont pas reconnu les faits, c'est sûr. Ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas de faits. Les avocats, et j'ai pu noter ça avec un certain optimisme, les avocats ont dit que le procureur leur avait donné le temps d'étudier le dossier parce qu'il l'avait demandé. Et si les avocats disent cela, ça veut dire qu'il y a un dossier et que ce dossier n'est pas vide. Autrement, ils n'auraient pas demandé du temps pour en prendre connaissance et préparer leur plaidoirie. Donc, il y a un dossier et ce n'est pas parce qu'on n'a pas jeté toutes les preuves sur la place publique que nous pouvons penser que, en réalité, il n'y a que l'argent qui a été saisi comme preuve matérielle et comme objet de mise en accusation. Donc, à partir du moment où les avocats ont le dossier et travaillent à défendre leurs clients, on s'attend tous à ce qu'il y ait un procès équitable. Et la danse qui a commencé sur la scène politique avec ses condamnations tous azimuts, surpris, déçu, non, je ne suis pas surpris parce que l'air est à l'opportunisme politique. Ce n'est pas des discours sincères pour autant. Si ce coup d'État dont nous parlons aujourd'hui en termes d'hypothèse avait été une réussite, parmi tous ceux qui lisent les discours là, il y en aurait qui applaudiraient très fortement. Vous n'êtes pas dans leur tête. Vous croyez que toute la classe politique se serait rebellée contre le nouvel pouvoir? Mais puisque ce sont les soutiens de Patrice Talon qui disent qu'ils condamnent, parce que jusque-là, on a très peu entendu l'opposition là-dessus, donc c'est la mouvance qui parle, et si depuis 2016, ils ont continué à soutenir les actions de Patrice Talon et sont restés avec lui, c'est sûr qu'un coup d'arrêt à cet élan devrait forcément les choquer, les frustrer et surtout les énerver. Leur posture, parce que ce sont des soutiens de Patrice Talon, mais ça ne m'empêche pas de penser que si Patrice Talon avait été renversé, il y en aurait une bonne partie qui se serait ralliée au nouveau pouvoir. Donc, on va dire que c'est dans l'ordre des choses de sortir un communiqué par rapport au cours des événements pour s'inscrire dans la logique du soutien. On va voir si le temps va nous permettre d'avoir quelques autres nouveautés. En tout cas, le dossier entre les mains des personnes indiquées pour en connaître le fond. On verra bien la suite que cela aura. On va changer de sujet, si vous le permettez. On va évoquer cette décision sortie par Patrice Talon récemment pour obliger certains fonctionnaires et commis d'État à s'obliger, désolé pour la répétition, à une déclaration de biens à l'entrée de leur fonction. Et parfois même, il y en a qui devraient s'obliger à échéance régulière à cet exercice-là de renouvellement, donc de déclaration de biens. Quelle est la pertinence de cette affaire? Elle est pertinente en ce que, en réalité, toutes les personnes qui touchent à l'argent public, toutes les personnes qui gèrent l'argent public devraient normalement être contrôlées à l'entrée et à la sortie de leurs fonctions pour qu'on s'assure qu'au passage, ils ne se sont pas trop sucrés. Parce que nous savons comment ça fonctionne dans notre pays et nous savons tous que quand on nomme n'importe quel responsable à une fonction publique, sa première préoccupation est de se faire une bonne surface financière, et les événements depuis des décennies n'ont pas démenti cette vision des choses qui consiste, dès qu'on est nommé, à se faire une surface financière. Bon, moi, est-ce que c'est pertinent? Ce n'est pas la décision en elle-même qui devra être appréciée. À mon avis, c'est le suivi et la mise en application régulière qui nous diront dans le temps si... Vous avez des appréhensions par rapport à ça, dès lors que c'est un test quand même signé du président de la République qui oblige les fonctionnaires à le faire. Je vois très peu de fonctionnaires se soustraire à ça. Ce n'est pas parce qu'on déclare ses biens que pour autant on est à l'abri de tout reproche. Ceux qui étaient déjà sur une liste qui n'était pas aussi élargie avaient commencé par déclarer les biens, mais ça n'a jamais empêché que l'enrichissement illicite continue d'être le lot quotidien des serviteurs de l'État. Donc c'est pas parce que la liste a été rallongée que les premiers vont s'assagir, c'est pas parce que on devra
donner une liste de biens à l'entrée que personne n'a les moyens de contrôler, et qu'à la fin, on fera une autre liste que personne n'a les moyens de contrôler, que pour autant, on aura trouvé la solution pour régler un problème. Il faut dire peut-être que le contexte, pardon, il a changé. Si entre-temps, les individus pouvaient faire des déclarations et oublier certains de leurs biens exprès, parce que peut-être on n'avait pas un fichier national qui recense les personnes, mais surtout aussi leurs biens. Aujourd'hui, on a quand même un travail qui a été fait par le RAVIP, avec un numéro IFI pour chacun. Pour peu que vous achetez une seule mouche ou une aiguille dans un marché, c'est en votre nom officiellement. Je crois que ce travail préalable permet de faire un suivi rien qu'à travers des clics sur Internet. En supposant que les personnes dont il s'agit ne trouvent pas les moyens de contourner les obstacles qu'on a mis sur le chemin, on peut dire que effectivement, depuis un certain temps, il est plus difficile de passer entre les mailles. Mais pour autant, ça ne règle pas le problème, parce que c'est le suivi régulier et je vais dire moi, les moyens de contrôle qui feront la différence. Si j'achète des biens au nom d'un frère, au nom de ma mère, ça restera toujours un problème difficile à régler. On peut, par des enquêtes, finir par découvrir ça. Mais avant qu'il y ait des enquêtes, c'est que j'ai peut-être eu un problème avec la société et qu'on me demande des comptes. Sinon, on ne va pas se mettre à faire une enquête systématiquement sur chacune des personnes qui déclarent ses biens. C'est pour ça que je dis, il y a d'abord une question de bonne foi qui doit animer les personnes qui prennent les charges publiques. Et cette bonne foi n'est pas aujourd'hui la chose la mieux partagée, et c'est tout le problème. Peut-être parce que on n'a pas appris justement à être sincère depuis le début, notamment à travers l'éducation que nous avons reçue. Alors comment comprendre que l'école n'ait pas pu nous inculquer, je dois dire, la rigueur morale qu'il faut, et ce n'est pas seulement notre génération, parce que ceux qui sont aux affaires et qui volent, enfin un griffe, bon le mot il est un peu osé, enfin ceux qui sont soupçonnés de corrompre ou de voler le bien public, c'est quand même des gens qui ont été à l'école à une époque où il y avait encore la rigueur morale qui était bien enseignée, et le cercle familial avait encore cette attention sur la solidité de l'éducation qu'on donnait à l'enfant. Je pense que c'est au fur et à mesure que les années passent que nous sommes envahis par on va dire des cultures qui ne sont pas les nôtres, avec des valeurs qui ne sont pas les nôtres, à travers les voyages que les gens font, la télévision, le cinéma et tout ça. Ça finit par donner envie à certaines personnes de ressembler un peu à des modèles. Mais on constatera que à mesure que les années passent, le phénomène s'aggrave. Vous vous rappelez que quand on était sous la Révolution, il y avait des rumeurs qui faisaient état de ce que nous avions des ministres milliardaires, des gens qui avaient des châteaux partout dans le monde. Mais avec le recul, on s'est rendu compte que c'est des gens qui avaient très peu de choses, parce que la plupart en réalité sont restés très modestes dans leur vie jusqu'à la mort. Mais on remarquera qu'à partir de 1990, alors là, les hommes politiques sont devenus des hommes extrêmement riches, et cette richesse est devenue si banale, si ordinaire, que nous ne prêtons même plus attention à ce qui devrait être scandaleux. Est-ce que véritablement si la lutte contre la corruption tâtonne, ce n'est pas fondamentalement parce qu'on n'a pas trouvé le moyen d'abord de contrôler la classe politique? C'est surtout ça, et surtout aussi le fait que nous avons internalisé, nous autres publics qui sommes un peu exploités par ces hommes politiques, nous avons internalisé le fait que c'est tout à fait normal que eux autres se débrouillent pour avoir l'argent pour venir nous en donner. Et tout le monde s'attend à ce qu'un homme politique puisse être généreux lorsqu'il arrive dans son village, lorsqu'il arrive dans sa famille. Et ça aussi, ça fait partie des choses pour lesquelles, lorsqu'il se passe des délits extrêmement graves, nous ne faisons pas attention. Je vais vous donner un exemple qui est dans l'air du temps et qui vous fera réaliser ce que je dis. On a accusé, on va dire accusé, on a arrêté certaines personnes soupçonnées de vouloir organiser un coup de force pour prendre le pouvoir et remettre en cause l'ordre constitutionnel. Mais quelle est la réaction du public par rapport à tout ce qui s'est passé?
nous ne nous inquiétons pas du fait que des gens, quelle qu'ait pu être leur position, puissent mobiliser une masse d'argent dont la justification poserait problème. Nous ne sommes pas choqués a priori par le fait que l'argent public, parce que ça ne peut être que l'argent public. Non, mais comment est-ce que vous ça ne peut être que l'argent public quand même, les noms qu'on a cités, c'est quand même des noms dont on connaît le rang social. Un certain... Qu'est-ce qui donne le rang social? C'est l'argent. Et qu'est-ce qui donne l'argent? C'est les affaires. Facilités. C'est les affaires. Ce sont les facilités. C'est les hommes d'affaires qui ont des milliards. Ce sont et un homme d'affaires est cité dans le dossier. Et au-delà de l'homme d'affaires, c'est quand même le ministre qui a été en poste, et non pas des moindres, pendant près de 8 ans. Alors, vous voulez me faire croire, et faire croire aux citoyens qui nous écoutent, qu'un ministre qui a fait 8 ans est milliardaire. Ah ben, si on ne connaît pas, par exemple, le salaire des ministres et qu'on l'a réclamé tout le temps et qu'on ne l'a pas eu, on suppose certainement que ça a pu lui permettre de construire, d'avoir un bon magot. Nous voyons ça, nous ne disons rien parce que nous ne disons que c'est normal. Moi, je ne dis pas que c'est normal, à part le fait que tout le monde se dit waouh, les gens étaient si riches que ça, nous ne savions pas que les gens avaient autant d'argent. C'est une réaction. Ce qui doit nous scandaliser d'abord, c'est que par des mécanismes que nous n'arrivons pas à contrôler, des personnes puissent arriver à mobiliser autant d'argent à titre privé pour en faire ce dont ils ont envie. C'est ça qui est un problème. Donc, dans notre société, comment vous avez trouvé l'argent n'est pas le problème. C'est de ça que je voulais parler. De quelle façon vous avez pu avoir de l'argent? On dit que l'argent n'a pas d'odeur. Ce n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est peut-être ce que vous faites avec l'argent et les peines que vous encourez lorsque vous êtes dans le pénal et tout. Si on devait contrôler véritablement les circuits par lesquels les hommes politiques s'enrichissent, mais il n'y aurait pas assez de prisons pour mettre des gens à l'abri. Nous le savons. Et c'est un fait acquis qu'un homme politique n'est pas irréprochable. C'est un fait acquis qu'un homme politique doit avoir de l'argent. C'est un fait acquis que quand on a occupé une fonction et qu'on roule carrosse, c'est une chose normale. Ça ne devrait pas être si normal que ça. Dans un pays comme le nôtre, où le SMIC est à ce montant, oui, mais les travailleurs sont à ce montant, ça ne devrait pas être une chose normale. Il faut aller comprendre la culture ou notre culture. En fait, le chef, c'est quand même celui qui a témoigné. Le roi, c'est le plus riche. Et d'ailleurs, dans une culture, on parle du roi, de la richesse, de l'or et de tout, du ciel et de la terre, du maître du ciel et de la terre, etc. Donc, c'est supposé qu'en étant chef, c'est bien normal et tout naturel qu'on soit riche. Donc, c'est notre culture qui nous permet de nous inscrire en faux pratiquement contre les lois qui répriment la corruption. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que nous ayons autant de lois et qu'aujourd'hui, on en soit encore à inventer de nouvelles lois pour prévenir la corruption. Parce que le décret dont nous parlons est le décret de mise en application d'une loi qui a été votée et qui, en réalité, est un peu comme l'œuvre du nouveau commissaire qui a été nommé à la prévention de la corruption. Que nous soyons aujourd'hui avec tout cet arsenal qui prévient du moins et qui prévoit des peines en cas de corruption, et qu'on en soit encore à inventer d'autres lois aujourd'hui parce que les lois précédentes n'ont pas été suffisamment efficaces. Je crois que nous finirons pas d'inventer des lois. Ce qu'il faut réinventer, c'est l'homme béninois. Ce qu'il faut réinventer, c'est la moralité qui est totalement aujourd'hui un peu perdue. Nous avons cette moralité qui ne reflète plus du tout les valeurs que nous avions et qui fait que ce n'est pas en distribuant des kits scolaires parce qu'on a pu s'enrichir un peu
aux enfants qui viennent de commencer les classes qu'on est un homme politique. Non, c'est en travaillant à ce qu'on ne soit pas obligé de distribuer des kits à des enfants qui très naturellement ont les moyens de s'instruire sans attendre la générosité de qui que ce soit. Visiblement, c'est impossible de lutter contre la corruption. C'est ce que je remarque à travers le pas le dire de manière aussi péremptoire, mais j'ai le sentiment qu'après tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, si nous en sommes encore là, je pense que nous avons du pain sur la planche, parce que le régime de la rupture est celui qui a créé la criette. Le régime de la rupture est celui qui le régime sur lequel on a attribué des 20 ans, des 10 ans, etc. pour des peines assez dissuasives pour qu'il ne s'agisse plus aujourd'hui d'avoir des inquiétudes par rapport à la gestion des fonds publics. Et pourtant, nous nous rendons bien compte que si au départ ces mesures avaient été un peu dissuasives, aujourd'hui elles sont un peu moins. Oui, mais ce n'est pas une faute que devant son miroir tout nu, on remarque des bosses, notamment sur sa poitrine, et de réaliser qu'on est vraiment impuissant pour lutter contre la corruption au Bénin. Je pense que le président ne jette pas les gants. C'est pour ça qu'il a nommé un haut commissaire. Je pense qu'il ne jette pas les gants. C'est peut-être pour ça qu'il a pris un décret d'application pour encore essayer d'étendre la mesure de contrôle au maximum de personnes qui touchent à l'argent public. À la pratique, on verra si ces nouvelles mesures... Oui, mais pourquoi avoir singulièrement ciblé certaines professions? J'avoue que je ne comprends pas. Les magistrats, par exemple, les directeurs d'affaires financières dans des structures données, etc. Alors même qu'on n'avait pas besoin, pour les directeurs des affaires financières, par exemple, on n'avait pas besoin fondamentalement de citer l'honneur de les obliger à des déclarations de biens, quand on sait que s'il y a corruption, que ça se remarquerait dans la façon de gérer, justement, la structure ou le volet financier de la structure dans laquelle ils sont employés ou ils sont utilisés. Ce n'est pas parce que l'argent public n'a pas disparu des caisses qu'il n'y a pas eu de corruption. Il y a des surfacturations. Il y a tout un mécanisme aujourd'hui que les gens ont mis en place pour se... S'il y a surfacturation, on le noterait et on le condamnerait. On n'aurait même pas cherché à savoir combien de villas il a acheté avec. Mais vous ne pouvez pas, même s'il n'y a pas de surfacturation visible, remarquable, vous ne pouvez pas contrôler les pots de vin. Et il y en a beaucoup. Sur les marchés qu'on attribue, sur les prestations diverses, il y a des pots de vin qui sont versés aux personnes qui sont justement ciblées dans le décret qui vient d'être pris pour que nous n'ayons plus désormais des personnes qui, parce qu'elles sont restées à un poste de directeur des affaires financières, se retrouvent milliardaires du jour au lendemain. Et c'est, comme je vous dis, c'est une façon d'aller un peu plus loin dans la lutte par rapport au nombre de personnes qui étaient soumises à des obligations. Mais les premières personnes qui étaient soumises à ces obligations ne les respectaient plus. Le FONAC, tout le temps ici, a alerté l'opinion publique sur le fait qu'il y a des gens qui ne déclaraient pas les biens, et même quand on écrivait, ils traînaient les pas, et les structures qui devaient leur faire obligation de déclarer ces biens ne le faisaient pas, et à la fin, cette loi existait comme s'il n'y avait pas du tout de formalités à remplir pour entrer en fonction et en sortir. Si le FONAC a tout le temps tiré sur la sonnette d'alarme, que par le passé, on a estimé que ce n'était pas aussi important de déclarer les biens. Je ne sais pas pourquoi, en allongeant la liste aujourd'hui, on penserait que ça serait davantage efficace. Bon, moi, ce que je voudrais fortement souligner, c'est que à partir du moment où cette loi existe, il faut que l'État se donne les moyens d'effectuer les contrôles nécessaires. Mais quand je regarde le nombre de personnes qui sont concernées, je me demande bien combien de personnes il faudra engager et combien de temps il faudra travailler pour vérifier ce que chacun a pu avoir comme bien au départ et à la sortie de sa fonction. On a une spéculation de tests de loi au Bénin. Je me demande si vraiment on arrive à se retrouver
retrouver dans ce foisonnement de tests, etc. La loi, visiblement, n'est pas forcément la solution, apparemment. C'est ce que je vous disais tantôt, c'est sur l'homme béninois qu'il faut travailler, et il faut travailler sur le petit béninois, sur l'enfant béninois, parce que c'est à un certain âge seulement qu'on peut formater l'enfant. Mais qui travaille sur qui? Parce que c'est ceux qui volent actuellement, qui ont leurs enfants, à qui ils apprennent à vivre dans des conditions aisées, faciles et de luxe. Ils ne vont pas apprendre à leurs enfants qu'il faut retourner là-bas 3 fois, 4 fois par jour pour arracher un grain de maïs à la terre. Vous n'avez pas tort. Mais l'école peut tout de même se donner comme projet de formater des enfants qui, une fois qu'ils sont passés par l'école, acquièrent quand même un certain nombre de valeurs. Indépendamment de ce que les parents peuvent faire à la maison, il faut que nous ayons des programmes scolaires qui formatent des citoyens qui aient au moins la crainte de la loi par rapport au bien public et qui travaillent dans l'esprit de promouvoir et de renforcer ce qui appartient à tout le monde. Nous avons aujourd'hui des citoyens qui sont dans la distraction des biens systématiques, et lorsque quelqu'un prend sa part et s'en va, on ne le poursuit pas. On fait semblant, mais on ne le poursuit pas. Et c'est seulement c'est plus fortement des frétins, mais c'est seulement quelques personnalités qui tombent dans la nasse. Et ces personnalités, naturellement, c'est parce qu'elles ont peut-être eu un problème quelque part qu'au cours des contrôles, on finit par découvrir que bon, il y a ceci ou cela. Donc, il n'y a pas de contrôle systématique, par exemple, pour qu'il y ait une alerte. Dès que quelqu'un qui a un salaire de 200 000 francs se met à construire une maison étage, il n'y a pas un mécanisme pour que ça soit tout de suite connu et que ça soit réprimé. Mais si nous n'avons pas ça, et que nous continuons de trouver normal au sein de l'opinion que des gens qui ont un salaire de moins de 500 000 francs aient beaucoup d'immeubles dans la ville, on n'est pas au bout de l'effort. Est-ce qu'il n'y a pas un travail qu'il faut faire en amont pour éviter que l'acte survienne? Je veux dire, est-ce qu'on s'est assuré, en tout cas au Bénin, et dans la volonté de lutter contre la corruption, est-ce qu'on s'est assuré de mettre en place tous les mécanismes qu'il faut d'anticipation et de contrôle pour que la survenance de l'acte soit difficile, maîtrisée, ou vraiment que ces chances soient réduites? L'histoire de la lutte contre la corruption nous montre que nous avons déjà tout essayé. Et moi, je prends particulièrement le cas du général Mathieu Kérékou, que je considère comme celui qui a tout essayé pour lutter contre la corruption. Ah oui, sérieusement. C'est sous lui qu'on a eu quand même les scandales les plus surprenants. Non. Ah oui? Il y a eu des scandales, mais pas les plus surprenants. Ah oui. Vous verrez bien que bien après, il y a eu beaucoup plus de scandales plus grands, mais qu'on a essayé de contenir, parce que sous Kérékou, on avait la liberté de dénoncer n'importe quoi et il n'y avait pas de conséquences. Aujourd'hui, depuis quelques années, c'est plus facile de dénoncer parce que les personnes qui sont supposées, dans leur rôle d'animation de la vie publique, faire des dénonciations, ne les font plus. La société civile qui était extrêmement active, qui pouvait nous faire ressortir des histoires qu'on a cachées jusqu'au tréfonds même de l'obscurité, la société civile, elle n'existe plus. Les organisations de lutte contre la corruption, vous en connaissez qui sont encore actives? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben ça, je ne peux pas l'expliquer. Et c'est pourquoi je vous dis, c'est pas parce qu'aujourd'hui on dénonce moins qu'il y a moins de scandales. Par le passé, nous savons que sous le général Mathieu Kérékou, il y a des gendarmes qui ont perdu leur poste pour avoir pris 200 francs. 200 francs. Est-ce que ce n'était pas plutôt une lutte spectaculaire? C'était une lutte spectacle où il fallait vivre, on tombait sur des douaniers, on leur fouillait les poches. Il fallait vivre cette époque-là pour savoir ce que ça avait créé comme psychose. Ah, le pays avait peur. Ah, je me souviens, le pays avait vraiment, vraiment peur. Mais le fait est que, quelle que soit la mesure prise, ça ne dure qu'un temps.
au bout duquel peut-être ce sont les personnes qui sont chargées de lutter qui finissent par être corrompues ou bien par jeter l'éponge, j'en sais rien. Mais toujours est-il que ça ne dure qu'un temps, au bout duquel, après, on constate que les mêmes habitudes Est-ce que ce n'est pas la faute Aujourd'hui, il y a quelques années, vous vous rappelez que les agents de police étaient véritablement dans une sorte de psychose quand il s'agissait de faire des contrôles ou de prendre un peu d'argent par-ci, par-là. Si vous entrez dans la circulation aujourd'hui, vous verrez que la crainte qu'ils avaient hier n'est plus celle qu'ils ont aujourd'hui. Ils sont déjà un peu décontractés, ils sont déjà un peu libérés de cette angoisse de se voir dénoncer. Et pourtant, il y a des numéros pour les dénoncer tous les jours, mais personne n'appelle. Parce que le public béninois, le peuple béninois lui-même n'est pas tout à fait prêt à lutter contre la corruption. Chacun attend juste d'être positionné là où il prendra sa part. Est-ce que la démocratie n'a pas quelque chose à y voir? La démocratie a tout à y voir. Du point de vue, en tout cas, des quantités. Passons à la dictature. Le patriarche Benoît Moussou le disait à une époque, il disait qu'à une époque on mangeait avec des cuillères, mais aujourd'hui c'est avec des louches. C'est avec des louches. Il était impensable à une certaine époque que quel que soit le poste que vous avez pu occuper, quelles que soient les affaires quand vous n'avez pu vous confier, que vous puissiez réunir une cagnotte d'1,5 milliard de francs. C'est impossible, c'est impensable. Peut-être qu'il y a eu des contributions, on n'en sait rien encore, la justice peut nous aider. Pour qu'il y ait des contributions, il faut qu'il y ait des personnes qui soient capables de contribuer. Et c'est ça de ça que je vous parle. Il y a, sur ce plateau, vous vous rappelez, je l'ai toujours dit, il y a beaucoup trop d'argent dans le cercle politique. Il faut travailler à faire en sorte que l'action politique, le service politique ne soit plus autant rémunéré. C'est un sacrifice, c'est un sacerdoce, et c'est ceux qui acceptent le sacerdoce qui font le sacerdoce. Si vous allez en Europe aujourd'hui, pour ne prendre que l'exemple de la France, vous verrez que les Français de souche sont de moins en moins présentes dans les instances dirigeantes des communautés décentralisées. Si vous allez dans des mairies, vous verrez qu'il y a beaucoup de Noirs qui sont maires, premiers adjoints, membres du conseil communal, pour la simple raison que les Français de souche se désintéressent de la chose politique. Pourquoi? Parce que si vous voulez être riche, c'est pas là qu'il faut aller. C'est ça. Si vous voulez avoir une vie tranquille, libre, est-ce que ce n'est pas une sorte d'émancipation, je dois dire, au niveau de ce peuple? Hier, on était peut-être un peu raciste, aujourd'hui on s'ouvre, le monde est un village planétaire, non. Donc on peut s'ouvrir un peu c'est parce que le service... Non, je connais quelques exemples, c'est pourquoi j'en parle. Il y a des régions dans lesquelles on a lancé des appels à candidature pour avoir des maires ou des conseillers. Il n'y avait pas de candidats. Il n'y avait pas de candidats. Et ce sont les expatriés, on ne va pas les expatriés, les immigrés. Ce sont les immigrés qui sont intéressés par ça, parce que bon, ça leur procure quelque chose. Vous regardez bien l'histoire de la France, vous verrez que un immigré a été même jusqu'à président de la République, tout simplement parce que les immigrés prennent plus de place dans ces instances-là, qui sont des services à la communauté, que les Français de souche. Tant que la politique n'est pas perçue, acceptée par tous, comme un service à la communauté, comme un sacrifice qu'on fait, un don de soi, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Et c'est peut-être ce que Patrice Talon avait compris en se promettant et en nous promettant de sortir l'argent de la politique. Visiblement, il n'y est pas parvenu. Non, mais je pense qu'il n'a même pas beaucoup essayé. Il n'a pas essayé parce que si on considère que les salaires ont été même doublés dans certaines institutions, qu'on ne les connaît même pas par ailleurs, les hommes qui sont dans la politique continuent d'être les lumières dans leur communauté de base par rapport au fait qu'ils ont plus d'argent. Et donc, quand on considère ça, je pense qu'on n'est pas encore arrivé au bout de cet effort que nous devons faire pour que n'importe qui, toute personne de bonne moralité, toute personne de bonne volonté, toute personne ayant un certain talent
à servir la communauté puisse le faire sans être obligé d'avoir comme base de détermination l'argent disponible tout de suite dans la poche. Pour être candidat, il faut être riche. C'est pas normal. Oui, mais parce que justement l'activité politique appelle beaucoup de moyens. Vous dites qu'il nous faut comme solution travailler à reprofiler le Béninois, mais comment est-ce qu'on le reprofile? Parce que l'école elle-même, elle a laissé du terrain, elle ne s'occupe pas vraiment, je dois dire, de son travail. L'enseignement est lancé à la figure de l'apprenant qui doit se débrouiller pour garder quelques éléments ou quelques notions en tête, et puis même l'évaluation aussi reste sujet à caution. Quand on est dans cet environnement où tout, à la limite, concourt justement à cet état de choses, on se dit que c'est peine perdue que d'avancer. C'est le serpent qui se mord la queue. Oui. On n'est pas sorti de l'auberge parce que l'école elle-même est animée par des personnes qui ne sont pas irréprochables. Et à partir du moment où vous n'êtes pas irréprochable, en quoi vous pouvez constituer un modèle pour un enfant? Les enseignants d'hier étaient des modèles dans la société. Des véritables modèles que les enfants regardent avec envie, parce que c'était des gens qui avaient des habitudes, qui avaient des comportements, qui avaient une moralité exemplaire. Aujourd'hui, l'instituteur, on va dire l'enseignant en général, n'arrive pas encore à joindre les deux bouts en comptant sur ce qu'il gagne régulièrement. Ben, on ne va pas lui réclamer la moralité. À partir de ce moment, on ne peut pas être exigeant sur sa moralité et sur la rigueur morale, comme vous dites. On ne peut pas être exigeant sur l'éthique aujourd'hui parce que l'enseignant est obligé de faire parfois des choses tout à fait inacceptables pour joindre les deux bouts. Donc, c'est comme je vous dis, le serpent se mord la queue et il faut quand même commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Ce n'est pas en réprimant systématiquement. Ce n'est pas en laissant non plus des situations qu'on ne réprime pas. Je pense qu'il faut trouver les moyens de forger. C'est justement les moyens que nous cherchons. Les moyens de forger des citoyens qui ont une nouvelle mentalité. Et ça peut se faire vous les sans connaissez, argent. Des gens qui sont probes au début, ce sont les enfants. qu'on met dans le système, Ce sont et les puis enfants. après qui sont corrompus. Je suis convaincu que si on ne travaille pas sur les enfants, on n'aura pas fini. Il faut travailler sur les enfants pour espérer que d'ici une vingtaine d'années, on aura au moins une classe politique qui soit moins portée à s'enrichir par tous les moyens et de toutes les façons possibles. Il faut aujourd'hui espérer que si on commence par travailler sur les enfants, peut-être que dans l'échéance de 20 ans, on aura des présidents qui seront élus non pas parce qu'ils ont été riches, non pas parce que ils ont été à des postes de responsabilité qui leur ont conféré une grande surface financière, mais parce que ce sont des gens qui ont des idées, ce sont des gens qui sont disponibles et disposés à apporter quelque chose à la communauté du point de vue du service. Et ça, c'est le Brésil qui nous en a donné l'exemple récemment en élisant un syndicaliste comme Lula da Silva. En le réalisant. En le réalisant encore. Et Lula ne fait même pas encore partie des hommes les plus riches du pays jusqu'à présent parce que ce n'est pas en passant par les couloirs et les raccourcis de l'enrichissement qu'il est venu. Mais ce n'est pas le plus grand modèle non plus parce que son nom a été mêlé quand même à des scandales. Non, déjà qu'un pays de l'Amérique latine nous fait voir qu'il est possible d'élire un syndicaliste, c'est-à-dire d'élire une personne qui est engagée dans l'action publique avec probité, avec moralité. Et ça, c'est un exemple que nous devons copier. Et ça, pour le copier, il faut avoir des hommes qui sont comme Lula da Silva. Oui, mais quand vous dites que le peuple béninois, lui, n'est pas prêt, que les populations ne sont pas prêtes à lutter contre la corruption, est-ce que ce n'est pas un peu trop injuste? C'est peut-être parce que quelqu'un est venu dire dans ce pays, ça peut changer, ça doit changer, ça va changer, qu'on a eu ça. Quelqu'un est venu nous dire aussi, c'est le nouveau départ maintenant, nous allons faire la rupture pour repartir. Et pour ces deux slogans, le peuple a voté massivement. Ça veut dire que quelque part, le peuple cherchait justement quelqu'un pour faire changer les choses. Donc le peuple est prêt. Ah, ça, c'est une autre lecture que vous pouvez également faire, mais je reste convaincu que cette lecture n'est pas la plus pertinente. Pourquoi? Parce que dans notre
attitude, dans notre comportement quotidien, dans notre service, dans notre communauté, dans notre pays, il faut observer chacun. Il faut observer chacun et se rendre compte qu'il y a des gens que nous-mêmes nous envoyons voler parce que nous savons qu'en retour, nous aurons des retombées. Le peuple était très heureux lorsque chaque week-end, on avait des marches à organiser, des messes à organiser et que tout le monde en profitait. Parce qu'il supposait que c'était l'occasion pour lui de récupérer au moins une partie de ce que les autres sont allés voler. Parce que dans un pays normal, on se serait demandé, mais ceux qui organisent les messes là, mais où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Et d'ailleurs, quel est le besoin d'organiser une messe pour une nomination, si cette nomination c'est juste pour servir l'État? Vous voyez? Donc, quand on organise une messe et que la population vient massivement assister à la messe et fait agape et fait bombance, c'est parce que nous savons que celui qui a été nommé et qui fait la messe est désormais quelqu'un qu'on doit compter parmi les hommes riches. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il ira voler de l'argent et qu'en retour, chaque fois qu'il vient en week-end, il va nous en donner un peu. Donc, c'est pourquoi je vous dis, moi, le président Patrice Talon a tenu, je vais dire, il a schématisé un peu cette affaire quand il est allé à Abomey, où il a rencontré la communauté des électeurs d'Abomey, où il leur parlait du schéma de la corruption. Comment tout le monde était concerné par la corruption. Et ça dit que quand ça touche le menton, ça touche la barbe, et puis après, ça touche tout le reste du corps, jusqu'à la chaussure, jusqu'aux pieds. Donc, nous sommes tous dedans. Parce que nous avons construit la société selon une mentalité qui voudrait que ceux qui sont à un poste donné puissent désormais s'occuper, prendre à bras le corps tous les problèmes de la communauté et les régler. Et donc chaque week-end il y a des bancs qui s'alignent parce que quelqu'un est en poste. Quand c'est comme ça, vous ne voulez pas me faire croire que ceux-là qui viennent s'aligner sont prêts à lutter contre la corruption, sachant très bien que celui qui vient leur donner l'argent ne leur donne pas l'argent qui vient directement de ce qu'ils gagnent honnêtement. Oui, mais quand ils y vont et que la personne ne donne pas, la population ne lui demande pas d'aller voler non plus. Non, mais la population ne comprendrait pas qu'il ne donne pas. Vous voyez, aujourd'hui, les hommes politiques sont malheureux et les citoyens sont inconsolables parce que le système a cessé de fonctionner comme il fonctionnait avant. Parce qu'aujourd'hui, les hommes politiques n'en ont plus. Et c'est ça qui joue. Ils font semblant de ne plus en avoir. Ils en ont. Ils en ont, mais ce qu'ils ont aujourd'hui n'atteint pas le montant qu'ils avaient à distribuer. Donc, c'est juste pour eux et pour leurs familles. Ils n'en ont plus à distribuer. Et les militants, les électeurs sont inconsolables parce qu'ils ne comprennent pas que les hommes politiques viennent leur dire qu'il n'y a plus d'argent qui circule et que par conséquent, ils doivent continuer de serrer la ceinture. On n'était pas habitué à ça. C'est ça qui crée tout le grand malaise que vous voyez au sein de l'opinion et qui tend à faire croire qu'il y a une fin et que cette fin, on ne l'avait jamais connue par le passé. Et pourtant, dans la réalité, nous sommes dans un pays quasiment normal où chacun a son salaire et devrait apprendre à vivre. Et ça, c'est une autre paire de manches. Apprendre à vivre de ce que l'on gagne. C'est une autre paire de manches. Ce sera difficile en tout cas de faire accepter à beaucoup de personnes de se contenter justement du peu qu'ils gagnent. On va finir avec notre dernier sujet, notamment les formations qu'il faut faire, qu'il faut proposer, l'éducation qu'il faut proposer aux jeunes afin de faire je dois dire, des hommes qui répondent efficacement non seulement aux besoins de développement, mais à un besoin de développement qui tienne compte justement de l'héritage de valeurs que nous avions pu avoir à travers les âges de nos aïeux, de nos grands-parents, etc. Comment est-ce qu'on pose la barre? On remet tout à plat à l'école, on change le programme, on va demander à nos vieillards au village de nous écrire nos programmes scolaires. Comment ça va se faire? Non, ce ne sont pas les vieillards qui écrivent les programmes scolaires, mais des personnes qui sont allées à l'école, qui ont appris un certain nombre de techniques pour concevoir des programmes et qui depuis ne mettent pas cette technique à contribution pour que nous ayons des programmes qui nous ressemblent. Moi je dis toujours ça, nous n'avons pas de programme qui nous ressemble. Et je vais vous donner des exemples simples. Vous voyez, dans mon village, pendant longtemps il n'y a pas eu de centre de santé. Et
pendant longtemps, les femmes portaient une grossesse jusqu'à l'accouchement sans aucune complication. Pourquoi? Parce que les connaissances empiriques des anciens permettaient de savoir quels sont les produits, quelles sont les tisanes, quelles sont les précautions qu'on prend à chaque étape pour qu'une grossesse soit rondement menée de bout en bout sans qu'on soit obligé de dépenser 10 000 francs. C'est des gens qui n'avaient même pas 10 000 francs à dépenser. Et pourtant, la femme porte la grossesse et accouche. Et même l'accouchement est facilité par des tisanes, par des recettes qui font que au 6e mois ou au 7e mois déjà, on disait à la femme, si tu as envie d'aller à la selle, attention, il ne faut pas aller sur le WC, il faut préférer aller ailleurs parce que l'accouchement ne produira pas de douleur plus compliquée que ça. Nous avons de telles recettes. Et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui dans nos politiques publiques? Nous en sommes à la promotion de la césarienne, qui devait être dans un pays comme le nôtre un fait d'une rareté extrême. D'une rareté extrême par rapport aux connaissances empiriques que nos ancêtres nous ont laissées. Ne serait-ce que par rapport à ça. Mais nous en sommes à la promotion de la césarienne. C'est-à-dire que nous avons banalisé la césarienne et nous sommes en train de généraliser la césarienne parce que les connaissances qui nous permettent de nous éloigner de la césarienne, nous avons paquet pour embrasser des techniques qui nous permettent de multiplier les césariennes parce que ceux qui nous encouragent à le faire ont des kits à vendre, ont des médicaments à vendre, ont des laboratoires à faire fonctionner. Et lorsque l'État subventionne, l'État ne subventionne pas pour le bénéfice des citoyens, mais pour le bénéfice des industries qui fabriquent les intrants qui entrent dans l'opération de la césarienne. Voilà comment nous sommes aux antipodes des valeurs que nous avons qui nous permettent d'éviter la césarienne et que nous en soyons à promouvoir. Mais comment on fait? On prend nos cahiers de 300 pages, on va voir les vieillards, parce que justement, beaucoup d'entre eux sont partis sans chercher forcément à nous les léguer. Et nous-mêmes, c'est vrai, à un moment donné, on ne s'est pas trop intéressé parce qu'on a choisi d'aller à l'église ou à la mosquée ou de mettre la veste et la cravate et de montrer que tout cela n'est pas vraiment moderne et très scientifique. Alors, c'est parce que nous avons des programmes scolaires qui nous éloignent de ça. Ah oui? Nous avons des programmes scolaires qui nous éloignent de ce que nous avons. Comment ça? Et nous avons des chercheurs qui cherchent partout, sauf là où il y a quelque chose à trouver. Et ils ne trouvent rien. C'est de ça qu'il s'agit. Les chercheurs trouvent. Les chercheurs, ils s'éloignent. Mais c'est nous qui aurions dû trouver le remède contre le paludisme. Ce n'est pas les Occidentaux, c'est anormal. Parce que c'est une maladie tropicale, c'est une maladie de chez nous. Ce n'était pas à eux de nous trouver les médicaments. Ils ont les bons laboratoires, ils ont les bons équipements. Mais nous avons les moyens. Nous avons un compatriote qui a essayé de trouver une formule pour guérir le palu. Où est-ce qu'il en est? Il se débrouille tout seul, le pauvre. Parce que on aurait dû se mobiliser pour aller dans son laboratoire. Bien sûr, tous les chercheurs, tous les programmes de recherche auraient dû se pencher sur ce que lui il a trouvé. Pour que quand on parle de sida, c'est une personne qui a découvert le sida. Et quand une personne a découvert le sida, tout le monde a commencé à chercher le vaccin partout dans le monde. Alors, quand quelqu'un découvre quelque chose, tout le monde, ça devrait être un programme d'État. Pour que tout le monde s'y attelle. Vous voyez, Tanguy, nous n'avons pas à ce jour de produits manufacturés made in Benin, c'est-à-dire un produit fabriqué à partir de notre intelligence, à partir de nos mains, qui soit reconnu dans le monde comme quelque chose que les Béninois ont imaginé. Ça n'existe pas. Vous pensez que c'est normal? Il n'y a pas de produit breveté dans notre vie commune, dans notre vie en communauté. Il n'y a rien que nous fabriquons, même pas des allumettes. Même pas des allumettes. Depuis que les Chinois sont partis, nous n'avons plus été capables de fabriquer des allumettes. Qu'est-ce que nous fabriquons, Tanguy, au Bénin?
qui donne la preuve de notre intelligence, de notre capacité, de notre envie de nous inscrire dans les progrès du monde. Qu'est-ce que nous avons? Rien du tout. Pourquoi? Parce que nos programmes scolaires nous éloignent de là. C'est pour ça que je vous dis que c'est à l'école. Mais ce n'est pas que nous apprenons les formules, les inventions, les découvertes, etc. Je ne comprends pas le paradoxe. C'est là-bas qu'on nous habitue justement à ce mécanisme, à cet univers de création, d'invention, de recherche. Mais ce sont les programmes scolaires des autres. Justement. C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont les programmes scolaires des autres qui fabriquent des techniciens dont nous n'avons pas besoin. Nous avons des ingénieurs, des ponts et chaussées partout. Combien de routes les Béninois construisent? Nous avons des ingénieurs agronomes partout. On a besoin de combien de plantations aujourd'hui au Bénin qui fassent rêver? Alors que nous avons des terres. Est-ce que c'est parce que nous avons des gens qui ne répondent pas, ou plutôt nous formons des gens que nous n'exploitons pas, que les politiques publiques n'exploitent pas? Non, parce que ce sont des gens qui sont formés, oui, et qui sont, on va dire, étrangères à nos réalités. Les ingénieurs de ponts et chaussées, ils savent qu'on a besoin de ponts et de chaussées. Alors, si le politique ne décide pas de construire un pont ici, de construire une route ici, il a beau avoir tous les diplômes du monde, il a beau avoir la volonté du monde, ben c'est l'État qui a décidé, c'est le politique qui décide, il ne pourra rien faire. Il y a un phénomène que j'avais ajouté à ça, qui est celui qui empêche toute compétence interne de s'exercer. On en avait parlé ici, qui est le phénomène de la corruption, pour dire les choses aussi simples que ce qu'elles sont. Mais fondamentalement, c'est parce que nous avons des personnes qui ne sont pas, on va dire, moulées dans les réalités locales. Si vous cherchez des techniciens aujourd'hui pour faire des travaux des plus ordinaires, vous ne les trouvez pas. Quelqu'un a donné l'exemple sur le plateau de télévision la dernière fois, je n'y avais pas pensé. Nous utilisons tous un téléphone, mais il y a des moments où, si un téléphone se gâte, il n'y a personne pour le faire. Nous avons des caméras dans ce studio. Si ces caméras ont des pannes aujourd'hui, il n'y a personne pour le faire. Il y a des spécialistes, il y a des dépanneurs, il y a des jeunes gens qui se débrouillent, qui se débrouillent. Oui. Voilà. Il y a des personnes qui sont illuminées, qui ont des flashs, des prédispositions qui leur permettent d'essayer. Et ça marche. Mais il n'y a pas d'école qui forme des personnes à être des techniciens qui réparent tout ce qui nous entoure. À plus forte raison, des gens qui réparent. Si hier, nous avions eu une industrie qui fabriquait des pâtes alimentaires, aujourd'hui, nous aurions dû fabriquer beaucoup plus de choses que ça. Mais non seulement cette industrie a disparu, mais c'est qu'il n'y a plus possibilité aujourd'hui de voir dans notre environnement la matière première qui permettait de fabriquer les farines, les pâtes alimentaires. Si hier nous avions la Mabessi qui montait des motocyclettes à Cotonou, nous aurions pu aujourd'hui espérer au moins avoir des entreprises qui montent des voitures. C'est de ça que je vous parle. Nous formons des personnes qui ont un seul souci, c'est de prospérer dans un bureau, dans un organisme international, à l'Assemblée nationale ou au gouvernement. Tout le monde se rue dans la politique et personne n'exerce. Personne n'exerce. Parce que l'exercice n'a jamais enrichi. Alors, parce qu'il n'y a pas de matière pour exercer. Si les gens veulent exercer et qu'ils doivent exercer de la galère, et on a vu nos pères finir les 30 années de carrière et finir de la galère, de la location, etc. Et on a compris que si nous-mêmes, on ne veut pas vraiment finir dans ces conditions, il vaut mieux aller peut-être en politique, là où la mamie est proche. Il vaut mieux aller en politique et c'est la maladie chronique dont nous souffrons. De penser que quand on n'est pas en politique, on ne peut pas réussir. C'est une maladie grave dont nous devons guérir. Lorsqu'on décide d'élire un président, comme c'est le cas, d'ici quelques mois, on va dire dans un an et quelques, les personnes qui sont susceptibles de porter un projet, parce qu'ils en ont dans la tête et dans la poche, on peut en compter peut-être
sur les doigts d'une seule main. Pas plus. Les autres ne seraient que des figurants. Les personnes qui peuvent se faire réellement élire, on peut les compter sur les doigts d'une seule main. Mais une fois qu'on a tout fait et que ces personnes sont élues, vous regardez, quelques mois plus tard, vous vous dites, mais c'est pas possible. Tout le monde est plus intelligent que celui que nous avons élu. Tout le monde pense avoir les meilleures solutions que celles que propose celui que nous avons élu. Où est-ce qu'il y a le mal? C'est parce que cette personne que nous avons élue avait quelque chose à proposer qui nous a séduit, que nous avons élu. Mais une fois qu'il est élu, il n'est plus bon. Plus personne ne l'accompagne. C'est des critiques qu'on formule à longueur de journée et on trouve le moyen de le bloquer dans ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que tout le monde est en politique et que c'est le seul moyen de prospérer. Si nous avions des professions qui permettaient à l'homme de s'épanouir sans être obligé d'aller en politique, vous ne verrez personne en politique. Pourquoi ne créer pas alors les conditions pour le faire justement? On a vu ici, les jeunes ont commencé à se ruer sur des professions comme le transit. Ce ne sont pas des professions, ça. On était dans le jeune transit. C'était quand même quelque chose. C'est de ça. On ne peut pas, par exemple, dans un pays, considérer que ça, c'est une profession. Donc pourquoi est-ce qu'on n'organise pas, si c'est une réalité de notre contexte social et qu'on veut vraiment accrocher les jeunes à quelque chose qu'il faut, qui les occupe chaque matin, qui puisse les aider à accéder à un rang social? Pourquoi est-ce qu'on n'organise pas ça? Il ne faut pas que dans les politiques publiques, on trouve le moyen de donner des raccourcis aux jeunes pour s'enrichir, sous prétexte que c'est pas bon d'ouvrir une filière qui permet aux jeunes juste d'être riches. Nous devons chaque jour contribuer à construire notre pays. Chacun doit chaque jour contribuer à construire le pays. Et construire le pays, c'est travailler dans un domaine donné où il y a une plus-value qui s'ajoute à ce que tous les autres font. Et c'est ensemble que nous grandissons. Mais lorsque les jeunes se lèvent, ils n'ont pas de travail. Lorsqu'ils se lèvent et que par rapport au travail qu'ils ont appris, ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils ont fait assurance, ils ont fait banque, ils ont fait, ils ont fait le droit, ils ont fait DRH. Comme s'il y avait des millions de sociétés à gérer dans le pays et que finalement, nous nous retrouvons avec une main-d'œuvre qui devrait être utile, mais qui ne sert à rien, pour la simple raison que l'orientation que nous avons donnée à la formation ne correspond pas aux besoins spécifiques, ne correspond pas aux objectifs de développement que nous aurions dû avoir et que nous aurions dû transcrire dans un document qui serait... On a beaucoup de documents à ce sujet. Mais la plupart des documents que nous avons ne fait pas mention de ce dont je suis en train de parler. Former des gens. On parle d'adéquation, formation, emploi, on en parle depuis je ne sais combien de décennies. Mais si, depuis qu'on en parlait, il y avait effectivement des politiques qui mettaient en pratique cela, nous serions aujourd'hui en présence de médecins béninois. Des gens qui seraient spécialistes de la médecine béninoise. Il y en a qui sont spécialistes. Il y a une cellule qui est ouverte en pharmacie, je crois, au niveau de la faculté des sciences de santé, qui quand même s'occupe un peu des réalités liées justement à ces petits secrets de chez nous. En sociologie aussi. Autrement dit, quand vous prenez 1000 médecins formés au Bénin, vous pensez qu'il y en a combien qui sont béninois? Moi, je ne connais pas les statistiques. En sociologie aussi, on doit avoir 1000 médecins formés pour 1000 médecins béninois. C'est de ça que je vous parle. Nous devrions avoir 1000 médecins formés. C'est-à-dire qu'on délaisse carrément la médecine moderne. La médecine moderne est un apport pour nous aider, nous autres, à développer notre médecine. C'est de ça qu'il s'agit. S'il y a des principes actifs dans des produits que notre ami Bernadette Agon, c'est Bernadette il s'appelait, Valentin Agon avait pu extraire pour lutter contre le paludisme, c'est pas à partir du matériel empirique, c'est avec les techniques de la médecine moderne qu'il a fait ça. Donc, si nous apprenons à utiliser le matériel moderne, c'est pour développer ce qui est de notre cru. C'est pour apprendre à mettre en valeur ce qui nous entoure, ce qui fait notre culture, notre valeur, ce qui fait notre tradition. C'est pour ça. Donc, moi, je pense que si nous faisons des formations pour rester des personnes superficielles,
dont la vocation est d'aller travailler quelque part pour construire une maison, acheter une voiture et vivre avec une petite famille, mais je crois que là, nous n'avons pas trouvé le moyen de construire notre pays, mais nous avons trouvé plutôt le moyen de prospérer individuellement, et ça ne peut pas aboutir à, comment on va dire, à l'édification d'une grande nation. Regardez ceux qui nous ont précédés. Ceux qui nous ont précédés dans la perspective de, on va dire, du développement endogène. Les États, les pays qui nous ont succédé. Pendant que ces pays-là travaillent, il y en a qui étaient même restés fermés au monde moderne. Fermés. Pendant longtemps, la Chine est restée fermée. Pendant longtemps, la Russie est restée fermée. Cuba est resté fermé. Mais ces pays qui sont restés fermés ont développé des ingénieries à l'interne. Cuba est resté fermé, mais si vous allez à Cuba, vous serez sidéré parce que les Cubains sont capables de faire à partir de leur propre technologie. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons que copier ce que les autres ont. Et nous ne savons rien faire par nous-mêmes. Nous n'inventons rien, nous ne créons rien par nous-mêmes. Et notre science ne nous sert pas à développer ce qui est dans notre environnement. Il faut peut-être trouver le moyen de fermer le Bénin. Carrément. Pour que nous ayons un peu à nous apitoyer sur nous-mêmes et à commencer par trouver le moyen de faire résilience. C'est pour ça qu'on sera peut-être étonné lorsque les États de l'AES que nous donnons aujourd'hui comme perdants par rapport à la géopolitique, lorsque nous allons les voir commencer par se développer, nous serons peut-être étonnés. Parce qu'aujourd'hui, ils se sont fermés à une certaine réalité et sont obligés de compter sur leurs propres forces. Tant qu'un pays ne peut pas compter sur ses forces, sur la force créatrice, comme disaient les révolutionnaires, des larges masses populaires des villes et des campagnes, nous serons toujours à la traîne par rapport aux autres. Il faut travailler à développer notre propre science, il faut travailler à développer notre propre savoir, il faut travailler à faire prévaloir nos connaissances, et c'est ça que nous devons faire dans l'école moderne pour que nos enfants soient demain des citoyens modernes. Alexis Carlos Oké, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer de très bons moments en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.